Comme vous avez pu le constater lundi, nous avons eu un problème technique de retransmission. Le problème étant réglé, nous pouvons vous proposer ce soir notre 4e édition en direct sur la prise de son en interview. Nous avons choisi un horaire inédit et une journée aussi inédite, et on attend vos retours pour essayer de trouver les meilleurs créneaux horaires. Comme d'habitude, nous avons Patrick à la technique. Patrick, t'es bien là? Je suis là aujourd'hui, oui. Daniel qui va répondre à toutes vos questions. Incollable Daniel. Et Norbert qui sera votre voix. À toi Norbert, c'est parti. C'est parti. Je l'envoie déjà, le départ pour poser vos questions. Donc, merci, bonjour à tous. Donc, cette fois, c'est la bonne. On va revenir sur l'excellent tuto de Daniel que vous avez été nombreux à suivre. Pierre, qui est un fidèle de l'émission, nous dit que c'est impeccable. Donc, bravo Patrick, tout va bien. Merci. Pour lancer un petit peu les questions, on va demander à Daniel de revenir aussi sur certaines notions qui méritent peut-être des éclaircissements, et ça fera du bien à tout le monde de réviser. Notamment, je voulais que tu reviennes, Daniel, s'il te plaît, sur la directivité des micros. Je vais vous montrer donc ici les 3 principales directivités que l'on peut utiliser. Voilà. Alors, la directivité dont je parlais dans le tutoriel, c'est la première, l'hypercardioïde ou supercardioïde. Ce sont des notions qui sont très voisines les unes des autres. Hein. Elles veulent dire la chose suivante. Elles veulent dire essentiellement que on va privilégier un axe très bien défini par rapport au corps du micro, de façon à ce que l'on puisse pointer ce micro d'une façon précise vers la personne que l'on veut interviewer. Alors donc ici, évidemment, c'est particulièrement intéressant dans une interview. Ça va l'être également dans d'autres situations, par exemple en fiction, lorsqu'on veut prendre la voix d'un acteur et qui est dans un environnement avec d'autres personnages, on veut prendre sa voix à lui spécifiquement, donc on va utiliser ce micro directif, c'est-à-dire qui privilégie l'axe, tout ce qui vient dans l'axe justement de ce micro. Alors vous voyez sur ce petit diagramme là, on explique en fonction de la position de la source sonore, qui est censée être ici vers le 0, vers la partie supérieure, et on a ici tout un diagramme sur 360 degrés qui montre comment le micro va capter les différents sons, et on voit bien en fonction des fréquences, chacune de ces petites courbes là, chacune de ces petits cercles représente une fréquence particulière. Voilà. On passe donc des fréquences qui sont très graves à des fréquences beaucoup plus aiguës. Et on montre comment le micro va capter chacune de ces fréquences à sa façon, selon évidemment la façon dont il est construit. Vous voyez ? Alors donc ça, c'est l'hypercardioïde, c'est celui que j'utilise dans le tuto pour capter la voix de la personne interviewée. Alors là, je passe directement au numéro 3, je reviendrai au 2 après, parce que c'est plus logique de passer directement au 3, comme vous allez voir. Le micro omnidirectionnel. Ça, c'est un micro qui, en général, est réservé au micro-cravate, vous voyez, un petit micro-cravate tout en bas, et qui va permettre d'entendre la voix dans toutes les directions. Que ce soit sur les côtés, que ce soit sur la partie supérieure, ou bien à l'arrière. Et donc, on entend la voix de la même façon, approximativement, dans tous les sens. Et ça, c'est particulièrement intéressant, cette directivité omnidirectionnelle, sur un micro-cravate, puisque, une fois placé sur la personne, que cette personne-là tourne la tête à droite, à gauche, le rendu du micro, c'est-à-dire le son capté par le micro, sera grosso modo le même. Donc, on a ce micro omnidirectionnel qui est réservé au micro-cravate. Pas exclusivement, mais disons à 80%, on utilise ces micros omnidirectionnels. Et alors, le troisième micro,
qui n'est pas, évidemment, qui n'a pas été cité dans le tuto, c'est le micro cardioïde. C'est le micro que vous utilisez, par exemple, quand vous enregistrez quand vous enregistrez une voix off. Dans votre studio ou devant votre ordinateur, vous allez utiliser, là vous voyez, on a un Rode qui, lui, va privilégier les sons venant dans son axe. Là, vous voyez que les sons sont beaucoup plus, l'efficacité est beaucoup plus grande quand au fur et à mesure qu'on s'approche de la source sonore, un peu moindre sur les côtés, mais malgré tout quand même pas aussi radicalement, pas aussi brutal que dans le cadre de l'hypercardioïde. Voilà. Donc ces 3 directivités, c'est des choses qu'il faut connaître pour vous adapter en permanence aux prises de son que vous allez avoir à faire. Selon que vous devez cibler la source sonore d'une façon très précise avec un hypercardioïde, selon que vous voulez au contraire enregistrer tout ce qui se passe autour du micro, comme dans le micro-cravate, mais pas seulement, il y a aussi d'autres micros qui sont omnidirectionnels. Donc, quand vous voulez enregistrer tout ce qui se passe autour du micro d'une façon aussi indifférenciée que possible, vous utilisez la directivité omnidirectionnelle. Et quand vous avez une directivité dans laquelle vous voulez cibler bien sûr la personne que vous devez enregistrer, mais également un petit peu tout ce qui se passe autour, ne pas être trop exclusif de l'environnement sonore, alors là vous utilisez une directivité cardioïde. Dans les tutos qui vont suivre, on reviendra sur cette directivité cardioïde qui est très intéressante, bon, bien sûr pour faire des voix off, mais également pour faire de la prise de son stéréophonique. Quand vous avez un concert, par exemple, que vous voulez faire une captation dans un concert, vous allez utiliser des directivités cardioïdes parce que justement vous avez envie, vous souhaitez faire un rendu sonore assez harmonieux, assez complet et qui n'est pas exclusivement concentré sur une source, mais qui tient compte de tout un environnement. Voilà en gros ces 3 directivités principales qu'il faut avoir en tête chaque fois qu'on se pose la question « Qu'est-ce que j'utilise comme micro pour faire telle et telle chose ?» D'accord. Donc, pour revenir au micro que tu avais utilisé pour le tuto de l'interview, c'est un Octava MK012, je crois. Il me semble que c'est pas le plus super cardioïde, enfin, ou même hypercardioïde. Il enregistre un tout petit peu plus large que le Sennheiser, je crois, par exemple, il me semble. Alors, le Sennheiser, c'est un micro que celui que vous avez là dans le document que je partage, c'est un semi-canon. C'est un hypercardioïde aussi, bien sûr, mais cette espèce de petit système qu'on appelle un labyrinthe acoustique. Alors, ce labyrinthe acoustique, il est construit de façon à permettre d'atténuer toutes les ambiances latérales, c'est-à-dire tout ce qui vient sur les côtés. On l'atténue, alors pas complètement bien sûr, on l'atténue un peu. Et donc, ce qui veut dire que ce micro-là, ce semi-canon Sennheiser, on l'utilise essentiellement en extérieur. Parce que c'est précisément en extérieur qu'on va chercher à atténuer les ambiances. Et les ambiances de rue, l'ambiance de ville, les voitures qui passent, tout ce qui peut se passer en extérieur et qui peuvent altérer, gêner la prise de son ciblée d'une personne, par exemple en fiction. Alors celui que j'utilise dans le tuto, l'Octava MK012, je ne l'ai pas fait figurer ici, mais vous l'avez bien sûr si vous regardez de nouveau le tutoriel, vous allez le voir. C'est également un hypercardioïde, mais il n'a pas ce labyrinthe acoustique, puisque justement je suis en intérieur. Et comme je suis en intérieur, je n'ai pas besoin d'atténuer les ambiances latérales. Il suffit de faire silence, évidemment, dans la pièce où j'enregistre, où on tourne l'interview, ce qui est évidemment normal. Et il n'est pas nécessaire d'enregistrer les ambiances latérales. Donc, je n'ai pas besoin de cet hypercardioïde semi-canon. J'ai besoin d'un hypercardioïde normal, c'est-à-dire sans ce labyrinthe acoustique. Voilà.
le labyrinthe acoustique du semi-canon, il a aussi un autre inconvénient. C'est pour ça qu'on évite de l'utiliser en intérieur, parce qu'il va récupérer des réflexions sur les côtés, des ambiances latérales et des réflexions de la voix principale d'une façon assez irrégulière. Et donc, bon, c'est un peu compliqué. Bon, peut-être qu'on peut un petit peu passer là-dessus sans trop insister. Disons que il est préférable d'utiliser le semi-canon en extérieur pour bénéficier du labyrinthe acoustique et de l'hypercardioïde normal, comme l'Octava, en intérieur, parce qu'on n'a pas besoin de cette atténuation. Voilà. Et en extérieur, par exemple, pour une interview de quelqu'un qui est assez mobile, donc où ça sera dur quand même avec un semi-canon de le suivre. Donc le fait, si on prend le lavalier omnidirectionnel, on risque d'avoir quand même les bruits ambiants parasites, ou ça sera quand même relativement plus faible du fait de la proximité du lavalier avec le... Ah bah oui, bien sûr, c'est le gros avantage, c'est un des gros avantages du micro-cravate, c'est qu'étant placé à proximité, le rendement sonore est assez, disons, l'équilibre sonore entre la source, la voix en question, et les ambiances est beaucoup plus en faveur de la source que en faveur des ambiances. Donc les ambiances vont être relativement peu perçues par rapport à la source. Et ce qui va nous permettre d'ailleurs, quand on enregistre à la fois sur une perche avec un semi-canon ou même simplement un hypercardioïde, de faire un mixage entre les deux. C'est-à-dire, j'imagine que je suis dans un environnement très sonore. Par exemple, je suis dans une rue passante. J'ai mon hypercardioïde, mon semi-canon, sur ma perche. Je place ma perche aussi bien que possible auprès de ma source, la personne que je dois interviewer, et je lui mets également un micro-cravate. Et donc, je m'aperçois, en post-production, que mon semi-canon, il prend vraiment beaucoup d'ambiance. Bien, en dépit de ce fameux labyrinthe acoustique, il prend quand même beaucoup trop d'ambiance. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais baisser le niveau en post-production, je veux dire, dans mon logiciel de montage. Je vais baisser le niveau de mon semi-canon et je vais au contraire remonter un peu le niveau de mon micro-cravate, de façon à avoir un meilleur équilibre entre les sons directs et les sons d'ambiance. Alors vous allez me dire, c'est un peu dommage, parce que le micro semi-canon, comme qualité sonore, il est meilleur. Il est meilleur que le micro-cravate. Le meilleur des micro-cravates sera toujours inférieur en qualité sonore à un bon semi-canon. Mais, dans ce cas, je vais garder suffisamment du micro semi-canon pour conserver le timbre, la richesse du timbre. Je ne vais pas l'effacer complètement, mais je vais le baisser en remontant un petit peu du micro-cravate pour retrouvé un meilleur équilibre entre mon son direct et mes sons d'ambiance. Voilà. Ça, c'est un travail de post-production qu'on étudiera, sur lesquels on fera des tutos l'année prochaine, parce que c'est un vrai problème. Mais en gros, voilà comment je fais mon choix. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est toujours important, surtout en extérieur, en intérieur ça l'est moins, mais il est extrêmement important en extérieur d'avoir bien un micro-cravate pour pallier ce genre de problème. Donc ça impose un boîtier qui puisse bénéficier de 2 entrées micro pour pouvoir faire fonctionner à la fois le semi-canon et le récepteur du... Ah bah tout à fait. Tout à fait, bien sûr, parce que la caméra que vous voyez sur le tuto, c'est bien une caméra qui possède 2 entrées XLR, qui vont chacune être amplifiées séparément et qui vont permettre d'avoir 2 pistes bien distinctes pour faire ce travail de rééquilibrage. Ensuite, en post-production. Si on n'a pas forcément la possibilité de brancher 2 micros, les petits rods, Wireless Go 2, l'émetteur, on peut brancher le micro lavalier dessus et le mettre dans la poche de la personne. Et lui, il a une mémoire interne de 7 heures en wave.
On peut sauvegarder la voix du micro lavalier, du micro-cravate, directement sur ce petit boîtier, sans que le récepteur soit branché à la caméra. Ce sont des solutions qui sont extrêmement, d'abord relativement peu coûteuses, enfin encore que, hein, bon. L'inconvénient de ce système-là, c'est que les micro-cravates, qui sont vendus en général avec le kit au départ, sont de qualité, disons, moyenne, pour être gentil, hein, voire un petit peu insuffisante. Et on va avoir la tentation, au fur et à mesure de la pratique, d'acheter des micros un petit peu meilleurs. On peut avoir justement dans les micros qu'on branche sur les kits Sennheiser des Sanken, des MK2 Gold, des micros qui valent relativement cher, dans les 500 € à peu près, 300-500 € rien que le micro-cravate, hein, mais qui vont permettre là d'avoir, surtout quand on est en fiction, une qualité un rendu sonore quelquefois tout à fait exceptionnel. On a fait un stage récemment, et puis il y avait un de nos stagiaires qui avait amené un micro, et on a été tout à fait étonnés. Alors c'était pas un micro d'ailleurs tellement extraordinaire, hein, je crois, mais on a été tout à fait étonnés de la qualité du rendu sonore de ce micro, qui était bien placé, qu'on avait réussi à bien placer, et si bien que on achète un premier kit et on se rend compte au fur et à mesure du temps passé que on a envie de faire mieux, quoi. On a envie d'acheter des choses un petit peu meilleures. Et donc, ce kit Sennheiser, celui que j'utilise dans le tuto, permet ce changement de micro, ce que les petits boîtiers Rode, si intéressants soient-ils, il ne faut pas du tout les mépriser, mais ne permet pas. Le fameux micro pour le stage qu'il parlait, c'est un T-Bone comme marque. 49 € le micro. Oui, c'est ça. Quelquefois, on a de très bonnes surprises. Effectivement, mais ça, je crois que ça dépendait aussi de la façon dont il était placé. Ah oui. Il était placé d'une façon, c'était une fiction, il était placé sous un chapeau, c'est-à-dire juste en affleurant au sommet du crâne, et effectivement, dans cette position-là, on a toujours de très bonnes surprises, même avec des micros assez ordinaires, c'est vrai. C'est le placement des micros en spectacle. Hein. Voilà, c'est ça. Mais ça ne sera pas forcément le cas avec un micro placé sur une cravate, par exemple, ou sur le revers d'un col, par exemple, où on a effectivement une perte importante. Ah, Francis Bonnet nous dit prendre un H4n ou autre enregistreur pour donc justement éventuellement doubler la prise de son. Alors tout à fait. Tout à fait, c'est absolument, c'est très très intéressant. Vous avez toute une gamme de petits enregistreurs depuis le H4 jusqu'au F8, pour ne parler que des zooms. Hein. Il y en a d'autres encore, hein, chez Tascam. Et vous avez donc la possibilité d'enregistrer de la même façon les micros séparément. Sur un H4, vous avez même la possibilité d'enregistrer une ambiance avec les micros natifs sur le zoom, plus 2 micros supplémentaires à l'arrière que vous allez rentrer à l'arrière de l'enregistreur et qui vont vous permettre d'avoir même carrément 4 pistes distinctes que vous pouvez ensuite recombiner comme vous le voulez en post-production. Ça, c'est très intéressant, bien sûr. L'inconvénient, si je puis dire, c'est que là, vous allez avoir à resynchroniser les sons par rapport aux images. Mais bon, c'est vraiment pas très gênant maintenant, aujourd'hui, parce que tous les logiciels, hein, que ce soit Premiere, que ce soit DaVinci, permettent assez rapidement et d'une façon très efficace de resynchroniser automatiquement le son témoin de la caméra, parce que vous avez une caméra, sur tous les caméras il y a un son témoin, et de resynchroniser le son témoin sur les sons que vous enregistrez à part. Bon, il y a une petite manip à connaître, évidemment, hein, quand vous ouvrez votre logiciel de montage pour faire cette resynchronisation, mais ça se fait vraiment très commodément. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc, la caméra avec les entrées XLR comme ce que je montre sur le tuto, ce n'est pas du tout la seule solution, loin de là.
hein. On peut très bien travailler autrement avec des enregistreurs externes comme le H4, c'est parfait. Martin nous dit j'ai découvert un problème avec le Rode Go 2. La sortie caméra est toujours auto et le fichier interne en mémoire, lui, n'est pas en auto. Ça l'a sauvé apparemment en interview dans un ruisseau. Le Rode Go 2, quand il enregistre, on a la possibilité d'enregistrer sur 2 pistes différentes un son normal et un son à moins 20 dB. S'il y a un bruit qui devient très fort et qui parasite la voix, on peut toujours à la post-prod récupérer la piste à moins 20 dB. Et ça enregistre aussi en 32 bits, virgule flottante aussi, ce système. Oui, c'est très bien ce système-là, d'enregistrer à moins 20 dB. On a ça sur tous les zooms, hein, carrément. Ils ont carrément étendu cette possibilité à tous leurs enregistreurs. Si on est dans un environnement très sonore, dans lequel on a peur de mal maîtriser ces niveaux, et d'avoir par exemple je sais pas, une voiture qui passe à un moment donné et qui sature, des bruits imprévus, cet enregistrement à moins 20 dB est particulièrement utile, quoi. C'est évident. C'est évident. On n'aura peut-être pas besoin on n'en aura peut-être pas besoin en permanence, mais au moment où il y aura le problème et la saturation, on sera bien content de récupérer une piste à moins 20 dB pour corriger la saturation sans... ça c'est vrai, faut pas l'oublier. Bon, ça nécessite quand même une prise en main un peu plus compliquée, quoi. Voilà. Le 32 bits à virgule flottante maintenant qui va permettre d'avoir des niveaux extraordinaires sans saturation, sans rien. Oui, c'est vrai. Et donc ces petits boîtiers sont munis de ce dispositif, puisqu'on avait vérifié la dernière fois. Et ça va permettre d'avoir un niveau extraordinaire sans saturer. Ça, c'est important, ça. Donc on va partir d'un comédien qui va chuchoter à un comédien qui va crier carrément. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité on va avoir une dynamique beaucoup plus importante entre les sons les plus faibles et les sons les plus forts. Et donc, bien sûr, accessoirement, ça va nous éviter un certain nombre de saturations. Dans un milieu où on risque, bon, les saturations, il ne faut pas exagérer, si on s'y prend correctement, normalement, il n'y en a pas énormément, mais ça peut se produire dans un milieu particulier, dans un milieu, je sais pas, vous faites une prise de son dans une usine, par exemple, avec des machines, qui tourne autour de vous, vous suivez l'ingénieur qui vous explique le fonctionnement de la machine avec votre perche, bien tranquillement, et puis tout d'un coup il y a une machine qui se déclenche, et là vous saturez. Et là vous faites quoi? Voilà. Alors donc effectivement, en 32 bits, vous aurez une marge beaucoup plus importante. Mais on aura perdu peut-être l'intelligibilité de la voix de l'orateur. Oui, ça c'est autre chose. Donc là, le cravate va être particulièrement nécessaire, cette fois, justement. Il y a un autre problème où j'étais confronté, parce que là, il a fallu qu'on monte une captation à 3 caméras. On n'avait pas posé de micro-cravate, on avait juste enregistré le son. Les gens parlaient dans le micro et on enregistrait le son à travers le micro de la salle. Et les gens, ça dépend des orateurs, les gens, il y en a qui parlent très près du micro, d'autres qui parlent très loin, et du coup après on se retrouve avec des différences de hauteur de voix qu'il faut rattraper au montage, et après on est obligé, donc du coup quand on monte, on a du souffle qui arrive, ça c'est aussi pas évident, mais ça c'est plutôt de la post-prod que là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la captation pour pouvoir avoir le meilleur compromis entre les gens qui parlent très fort et les gens qui parlent pas beaucoup? Pour commencer, le micro-cravate. Ça, c'est sûr. Dans ces cas-là, un micro-cravate sur chacune des personnes qui parlent, c'est quelque chose qui vous donnera justement la possibilité d'homogénéiser sans remonter les ambiances. Oui, mais là, quand il y a 4, 5, 6 personnes qui passent le micro pour bien parler, sûr. c'est pas évident. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait revenir sur une notion que vous avez évoquée tous les deux? Parce que Pierre Orcel y revient, notamment sur le Rode, il dit qu'il n'a pas la virgule flottante, sauf par rapport au F2 ou F6 qui l'ont. Alors, c'est quoi cette histoire de virgule flottante? Alors, il y a un article très bien documenté sur l'AFSI, l'Association française de son à l'image, par un ingénieur du son qui s'appelle Thierry Lebon, et qui explique un petit peu
comment ça fonctionne. En réalité, il est parti d'un document qu'on trouve sur Zoom en anglais d'ailleurs, hein, comme document. Sinon, Daniel, est-ce que tu pourrais revenir aussi sur une notion qu'on a évoquée, qui a été évoquée dans le tuto et dans les tutos précédents, sur l'utilité du picmètre? Que mesure-t-on avec un picmètre? Alors là, je vais vous partager quelque chose justement qui va montrer un petit peu quelles sont les différentes choses dont il faut tenir compte quand on utilise un picmètre, hein. Alors là, vous avez typiquement un picmètre standard tel que vous l'utilisez, tel que vous l'aurez sur un enregistreur, au bas d'une image sur une caméra, vous avez souvent un picmètre tout en bas. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un appareil qui mesure les niveaux numériques. Alors non pas le niveau analogique, si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure, du niveau analogique, mais le niveau numérique. C'est-à-dire, une fois que l'échantillonnage est fait, une fois que le signal électrique a été transformé en signal numérique, vous avez donc un appareil qui mesure ces échelles numériques. C'est ce qu'on appelle le dBFS. Alors dB pourquoi? Parce qu'il s'agit bien sûr d'une échelle logarithmique. Alors pour les matheux, hein, une échelle logarithmique, c'est quelque chose qui permet de réduire une échelle qui autrement serait absolument inutilisable, puisque on aurait des différences de plusieurs millions entre les sons entre les mesures les plus faibles et les mesures les plus fortes. Donc on est obligé de choisir une échelle adaptée, hein, à ces mesures qu'on appelle l'échelle logarithmique. Et FS, c'est ce qu'on appelle full scale, c'est-à-dire pleine échelle. Autrement dit, le 0, ici, représente le niveau en numérique où on a utilisé toutes les possibilités, les possibilités les plus complètes, les plus éloignées de la numérisation, c'est-à-dire de la transformation d'un signal électrique en signal numérique, avec évidemment toute une succession de 0 et de 1 qui est représentée par le signal numérique. C'est-à-dire le nombre de bits, effectivement. Voilà. Alors donc, évidemment, ici, ce 0, si je suis, par exemple, en 16 bits, ce qui est la plupart du temps le cas sur une caméra ou sur un enregistreur, sauf celui dont on parlait tout à l'heure, 32 bits, ça c'est un cas particulier, mais en 16 bits, là, évidemment, je suis ici, j'ai exploité la totalité de mon échelle qui me permet d'avoir, entre les sons les plus forts et les sons les plus faibles, à peu près 62 000 mesures différentes. Voilà. Alors ce 0, ici, il correspond donc à un maximum que je ne dois pas dépasser. Parce que si je dépasse ce 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dépasse les capacités de l'appareil qui numérise, je dépasse ses capacités et donc je sature. On parlait de saturation tout à l'heure, qui est beaucoup plus difficile à atteindre quand on travaille en 32 bits. En 16 bits, ce qui est le cas de la plupart de vos enregistreurs, ça sera évidemment assez facile à atteindre si vous poussez un petit peu le potard vers le haut. Voilà, donc on ne va jamais, absolument jamais toucher ce 0. On a ici un niveau que l'on doit grosso modo respecter pendant l'enregistrement. C'est un niveau moyen qui tourne autour de -12. Donc, ici, autour de ce -12, là, je vais pouvoir dépasser un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, ce qui est normal, puisque justement, j'ai des sons qui sont plus forts, des sons qui sont plus faibles. Les sons plus forts vont monter au-dessus du -12, les sons plus faibles vont descendre, mais en gros, ça sera une moyenne. Voilà, cette moyenne de -12. Par contre, je vais faire en sorte de ne jamais dépasser le -3. Alors, non seulement je ne dois pas atteindre le 0, bien sûr, jamais, du tout, mais je vais faire en sorte de ne jamais dépasser ce -3. Et pour ça, il y a des moyens. Alors bien sûr, vous pouvez le faire en surveillant vos niveaux, mais il y a un moyen qui est très utile, c'est ce qu'on appelle un limiteur. Sur ces appareils, vous avez souvent un limiteur que vous pouvez régler. Par exemple, vous lui demandez de faire en sorte que le signal ne dépasse jamais -3. Chaque fois que le niveau atteint ce -3, un système, ce qu'on appelle un limiteur, un algorithme, vous le rabaisse légèrement de façon à l'atténuer pour lui éviter de dépasser le -3. Voilà les trois choses à respecter sur un picmètre.
Voilà. Alors évidemment, moins 60, c'est quelque chose qui est totalement inaudible. Vous n'allez jamais aller travailler dans ces zones-là, hein. Elles sont là par indication, parce qu'elles correspondent à quelque chose qui sera particulièrement silencieux, etc. Ou vous pouvez vouloir mesurer une ambiance, par exemple, d'une pièce, hein. Vous regardez votre picmètre et vous allez être, par exemple, à moins 30, moins 35, sur une simple ambiance, sans autre son particulier. Mais c'est occasionnel, disons. La plupart du temps, vous avez à respecter 3 choses. Jamais de 0, on ne dépasse pas le moins 3, on fait en sorte de mettre un limiteur pour ne pas dépasser le moins 3, et on travaille autour de moins 12 en respectant la dynamique naturelle du son que l'on enregistre. Quand on arrive en post-prod, sur nos logiciels de montage, est-ce qu'il y a une réelle équivalence des niveaux, ou est-ce qu'il peut y avoir des différences et qui amènent à des réglages? Ah bah bien sûr qu'il y a équivalence. Mais pour ça, il faut à ce moment-là que sur votre logiciel de mixage, vous mettiez bien votre potard, celui qui règle le niveau, à 0. Hein. Donc si vous mettez ce niveau à 0, alors c'est pas le même 0, hein. Attention, c'est pas du tout le même 0, c'est le 0 qui correspond à une équivalence entre le signal entrant et le signal sortant. C'est-à-dire quand vous mettez sur un logiciel de mixage, le visualiseur du niveau de votre piste, vous le mettez à 0, ça veut dire que n'augmentez ni ne diminuez le niveau entrant dans votre logiciel. Donc si vous le mettez à 0, vous avez retrouvé exactement ce que vous avez fait pendant l'enregistrement, lorsque vous avez manipulé votre enregistreur et que vous avez réglé le niveau d'entrée. Vous allez retrouver exactement la même chose. Alors évidemment, une fois dans le logiciel, donc là on est en train de parler de post-prod, hein, une fois dans le logiciel de montage, vous allez avoir envie de l'atténuer, de l'augmenter, de monter une piste par rapport à une autre, etc., etc. Ça, vous avez la possibilité de le faire. Là, vous irez un petit peu au-dessus du 0, un petit peu en dessous, en fonction des niveaux relatifs que vous voulez installer dans votre mixage global. Mais ici, le 0 du picmètre, ce n'est pas le même, hein, c'est le 0 de la saturation. Oui, mais justement, donc, dans les logiciels de montage, souvent, c'est objectivé par une couleur jaune, et après rouge si ça sature trop, mais bien souvent, c'est à partir de moins 6 dB que le jaune apparaît. Oui, c'est ça. Voilà, on vous prévient, en quelque sorte, d'une zone dans laquelle il faut faire un peu attention. Voilà. La couleur verte, hein, c'est en général la couleur de confort, on va dire. La couleur orange, c'est la couleur sur laquelle il faut commencer à être attentif. Et la couleur rouge, c'est la couleur qu'il faut absolument éviter. Attention, hein, donc il faut bien insister sur le fait qu'on ne parle pas des mêmes zéros, là. Hein. Oui. D'accord ? Je suppose que tout le monde a compris que ce n'est pas la même chose. Voilà. D'ailleurs, pour vous donner quelques petites indications supplémentaires, voici par exemple les différentes échelles, hein, des mesures du signal. Vous avez ici, en premier à gauche, en dBU, le signal électrique pur. Vous avez ensuite, en deuxième position, le signal en dBFS, le signal numérique. Et vous avez en troisième position un vumètre qui est une autre mesure un petit peu particulière, un petit peu plus ancienne, qui permet de mesurer aussi. Mais regardez par exemple les zéros. Ici, dans la mesure du signal électrique, le 0 se trouve ici, là, alors que en picmètre numérique, le 0 se trouve tout en haut. Vous voyez, donc c'est pas du tout les mêmes zéros. Les ingénieurs du son sont des gens très compliqués, et en fait tout ça s'explique assez bien parce que on est passé successivement de prise de son de purement analogique dans lequel la seule référence c'était la valeur électrique, et à une autre mesure, une mesure numérique qui est basée sur des principes complètement différents. Et donc ils ont été amenés et obligés à choisir d'autres valeurs et d'autres échelles de mesure.
Alors, quand on parle de post-production, Daniel t'en a parlé là, il faut dire qu'il y aura des tutoriels et aussi des explications par rapport à la post-production. Disons qu'on a pris un peu d'avance là-dessus, mais en tout cas, c'est une chose qu'on prend en compte et qui sera forcément expliquée puisque ça fait vraiment partie du travail du son, quoi. On va faire une série de tutoriels sur la post-production dès la rentrée, ce qui permettra déjà de dégrossir les principaux problèmes. Pour revenir plus au sujet de ce soir sur l'interview, notamment l'interview comme c'était fait à l'intérieur, bien souvent, on peut rencontrer des contraintes dues au local, réverbération, trop de surface vitrée. Donc, comment gérer? Est-ce que c'est simplement en essayant de mettre des couvertures sur les fenêtres ou est-ce qu'il y a des réglages micro à privilégier où on se débrouille après à la post-prod, quoi? Plus on est dans un milieu opaque sur le plan acoustique, hein, bien sûr, d'ailleurs sur le plan visuel aussi, puisque quand on a des caméras, on est bien embêté avec la lumière du jour. Hein, il faut toujours composer avec des sources différentes, c'est pas commode. Mais au niveau acoustique, plus on est dans un milieu opaque, mieux ça sera, c'est certain. Un milieu peu réverbérant. Quitte ensuite, si on le souhaite, à rajouter un petit peu de réverbération artificielle pour que ça fasse plus naturel, si c'est nécessaire. Hein. À mon avis, dans une interview, ça ne l'est pas. Mais bon, peut-être certaines personnes, dans certaines situations, pourront souhaiter en mettre. Mais dans ce cas, de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire laisser la fenêtre ouverte quand il y a un avion qui passe. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Pour avoir de l'air, mais voilà, donc il y a un avion qui passe, il faut que je ferme ma fenêtre, bon, c'est évident, et que je mette éventuellement des rideaux si vraiment j'ai besoin d'un son très mat, voilà, c'est toujours mieux, hein, c'est toujours mieux. C'est d'ailleurs ce que vous devez faire surtout quand vous enregistrez une voix off. Vous avez des petits kits maintenant, hein, des petites, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qu'on achète, ça vaut pas très cher, qu'on met derrière le micro, qui vous permettent Des paraboles, ouais, des petites une paraboles. petite parabole avec un tissu hein, qui absorbe votre voix et qui l'empêche de se réfléchir sur le micro à l'envers. N'est-ce pas? Et donc de perturber un petit peu, d'amoindrir, disons, la qualité du micro, enfin la qualité de la voix qui est prise juste de face. Voilà, ça c'est très utile. Mais dans une interview, c'est sûr que plus vous serez dans un milieu mat, acoustiquement, meilleur sera le résultat. C'est évident. Ce n'est que par l'accessoirisation de la pièce et pas de solution électronique à travers les micros ou des réglages spécifiques. Non, mais enfin, vous savez, quand on utilise un bon micro hypercardioïde, hein, comme l'Octava par exemple, qui n'a rien d'un micro dispendieux, hein, puisque la paire d'Octava là, que je montre dans mon tuto, ça vaut 350, 400 euros, un truc comme ça. C'est pas, il y en a deux en plus. Donc c'est loin d'être inabordable. Mais il y a certains micros qu'on utilise justement dans ces situations-là, de qualité encore supérieure, qui donnent vraiment des résultats spectaculaires. Franchement, la voix, elle est presque plus belle enregistrée qu'au naturel, presque, on pourrait dire. C'est vrai, parce que les timbres ressortent d'une façon tout à fait exceptionnelle. Les timbres sont mis en valeur d'une façon, oui, d'une façon remarquable. Hein. Ça vaut, ce sont des micros qui valent dans les 1000 euros à peu près. Hein. Mais si on fait ça souvent, si on en a besoin souvent, ça vaut la peine. Et d'ailleurs, occasionnellement, c'est assez peu cher à louer. Hein. Un micro comme ça, louer ça un week-end, c'est 50 euros. Et on fait un travail de tout premier ordre avec ça. Ou alors un investissement à prévoir au niveau du club. Ça d'ailleurs c'est très bien, hein, c'est une chose que vous devriez être encouragé à faire peut-être au niveau de la fédération, hein, je ne sais pas ce qu'en pense Alain, mais que les clubs se proposent hein, de dire bah, finalement on a une politique d'investissement
pour tous les membres, quels que soient quels que soient les projets réalisés, ça serait bien. Oui, ça peut être au niveau des clubs, ça peut être au niveau de la région et ça peut être aussi éventuellement des achats groupés qui peuvent être faits par l'intermédiaire de la CCV pour obtenir des prix préférentiels. Donc c'est vrai que par rapport aux exigences et par rapport aux formations qu'on fait actuellement, on pourra presque établir peut-être des cahiers des charges qui nous permettront d'avoir des coopératives d'achat et de réduire d'une façon assez importante les coûts, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a du matériel qu'on utilise très peu, qu'il faut absolument mutualiser. Là, Pierre, il y a une remarque sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les matériaux mat, absorbants. Donc, effectivement, un bon moyen économique, c'est de se fabriquer des paraboles avec les dalles qu'on met sous les machines à laver. Je crois que c'est effectivement des bouts de pneus, des granulés de pneus qui sont agglomérés et qui refont un matelas un peu plus ou moins épais. Oui, Effectivement, oui, je ça vois, peut être oui. absorbant. Et Oui, ça, oui. c'est sûr que c'est bien moins cher qu'une cabine complète qui peut être très très chère, quoi. Je voulais poser une question. Une interview dans une église où il y a beaucoup de réverbération, Mhm. quelle est la meilleure méthode qui serait utilisée pour éviter justement cette réverbération? Micro-cravate? Micro-cravate? Bah oui. Là, il n'y a pas photo, hein. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Les ambiances, faut pas non plus les considérer comme des ennemis. La question, c'est de savoir, de préserver l'intelligibilité du message. Une interview dans une église et on se retrouve sans réverbération, on n'aura pas l'impression d'être dans une église. Donc à partir de là, le son ne sera pas naturel, il n'y aura aucun intérêt. Donc Exactement. quand je posais cette question, c'était dans le sens justement de préserver cette ambiance, quoi, tout en étant intelligible. C'est exactement ce que tu étais en train de dire, Daniel. Voilà, donc tu vas avoir tes deux enregistrements, tu vas avoir ton hypercardio sur ta perche ou sur un pied, et ton cravate, et puis en post-prod, bah, tu vas trouver un équilibre sympa entre les deux. Une remarque de Nicolas, et c'est vrai que je l'ai observé cette semaine parce que je suis allé sur des sites pour regarder l'Octava, le MK012, et effectivement, on a du mal à le trouver en ce moment. Mais bon, il y a d'autres alternatives, hein. Faut pas non plus. Mais disons, dans le rapport qualité-prix, c'est quand même. Personnellement, je vois pas, je crois pas qu'il y ait de solution beaucoup plus avantageuse. L'offre la plus intéressante des Octava, c'est le coffret qui a 2 corps dedans et 3 capsules, enfin par chaque micro. Hein. C'est ça. Donc vous avez L'Omni, trois. Cardio et l'Hyper. Et l'hyper. Donc Et même certains kits ont aussi un atténuateur de 10 dB avec. ouais. Donc tous les trois directivités dont on a parlé tout à l'heure sont dans le boîtier. C'est très intéressant. Le seul truc à rajouter dessus, c'est les pinces micro, parce que celles qui sont fournies, c'est un peu de Oui, ça la ne rien du gnognotte. tout. Exactement, oui, oui. Oui, autre chose, puisque justement Patrick en parle, il faut bien le préciser, sur ces micros-là, sur tous les micros électrostatiques, il faut évidemment jamais les tenir à la main. Jamais. C'est toujours sur une suspension. Toujours. Il faut bien faire attention. C'est pour ça que la pince qui est fournie avec l'Octava, c'est une pince qui n'a pas de suspension. C'est pour ça qu'il faut absolument ne pas s'en servir. Mais on peut s'en servir en extérieur à condition de les mettre dans une cage, hein, avec des poils. Ça marche très bien. Hein. D'accord. Oui, bien sûr. Bien Et sûr. par contre, il faut tout ça, ce genre de micro, à manier, comme dit Daniel, avec précaution, parce que c'est tellement sensible que n'importe quel bruit peut être capté. Bah, de toute façon, le micro tel que je l'avais placé dans l'interview, je l'avais mis sur une suspension, mais c'est cette suspension-là qui est faite pour recevoir une cage, avec un windjammer quand il y a du vent. Oui. Le windjammer, c'est ce qui atténue le vent. Donc la suspension que vous voyez dans le tuto, c'est une suspension qui reçoit naturellement une cage. La voilà. Hein, la cage qui recouverte d'un windjammer, c'est-à-dire d'une espèce de petit de tissu avec des poils, permet d'éviter l'inconvénient du vent, évidemment, dans le micro. C'est catastrophique, hein. Le vent qui fiche tout par terre. Merci à Daniel, merci à Patrick, merci à Norbert là, pour
pour cette saison, parce que la saison est finie, hein, donc on va prendre 2 mois de vacances et on va repartir en septembre. Donc en septembre, on va reparler de son, mais on va essayer de parler d'autres choses. On va essayer de parler d'éclairage, on va essayer de parler de plein de choses. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein, et donc, c'est une chaîne qui appartient à tous et elle doit vivre. Hein, donc, et en tout cas, merci à tous les abonnés, parce qu'on a quand même 156 abonnés. Merci à tous les auditeurs. Et puis, excusez-nous pour lundi, mais ça fait partie des aléas. Et là, maintenant, on est très performant et bon, tout va bien se passer. Mais c'est vrai que on arrive avec la technique actuelle à faire des émissions en direct avec une technique Zoom, donc c'est une technique quand même qui est pas très répandue, donc ça demande toute une démarche technique, etc. Qu'il faut maîtriser. Mais je pense que cette saison-là, c'est plutôt bien passé, et la saison prochaine, ça sera encore mieux. Voilà. Et merci à tous. À la rentrée à tous. Allez, bonnes vacances. Et bonnes vacances.